Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, je le dis, je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo, pourquoi pas poster un commentaire, je prends toujours un réel plaisir à les lire et à les commenter et à vous répondre si vous avez des questions. Ça permet également de booster l'algorithme de YouTube. On va parler Bitcoin très rapidement, peu de choses sur Bitcoin, toujours une contraction au niveau de la volatilité, c'est complètement logique, on attend le FOMC de tout à l'heure. On sera présent sur le Discord si vous souhaitez le commenter, peut-être une journée de forte volatilité, en tout cas par rapport à sa résolution. On va parler poche de liquidité, on va parler pas mal de petites données on-chain vis-à-vis de Bitcoin, et également sur l'impact des institutionnels sur le cours du marché, et comment les institutionnels, et je parle d'institutionnels, la grosse smart money, comment font-ils pour se positionner sur un marché, et notamment sur le marché de Bitcoin, parce que on le voit, on le sait, les institutionnels achètent massivement du Bitcoin, et j'aimerais qu'on leur parle ensemble. Et après, on fera un petit chercher croisé entre le avant-après par rapport à pas mal de projets Green Project sur les technologies blockchain et l'ensemble de la cryptosphère. J'aimerais absolument qu'on en parle ensemble. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché sur l'analyse graphique. Un petit gif, toujours très intéressant. Vous êtes quand même taquin. Vous êtes un peu beaucoup plus détendu ces derniers jours, et ça fait très plaisir à observer. Beaucoup de reprises de confiance, et on essaye d'être du bon côté du marché. Vous trouverez également une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On avait d'ailleurs fait la semaine dernière une vidéo avec Cyrus, le fondateur et CEO de Swissborg, et on avait fait un focus sur la série A. Vous êtes nombreux à avoir participé à cette série A, je vous en remercie. L'ensemble des rewards que je récupérerai seront bien évidemment redistribués à l'ensemble de la communauté. Je l'avais mis juste ici, et j'ai eu quelques personnes qui sont venues en message privé pour me dire qu'ils n'avaient peut-être pas participé par rapport au parrainage, et si on pouvait faire machine arrière. Oui, vous pouvez le faire. En réalité, c'est pas très bien réalisé, puisque en fait, ici, c'est pas un L minuscule, mais c'est un I majuscule. Donc je vous invite éventuellement, pour celles et ceux qui ont participé à cette série A, je sais que vous êtes nombreux, juste à vérifier que vous êtes bien en fait le parrain, entre guillemets, que je vous ai bien parrainé. Allez voir, vous pouvez en fait revenir d'ailleurs en arrière, et bien mettre Vincent, I majuscule 34S, et l'ensemble des rewards seront redistribués. Je crois que c'est 2 ou 3% de rewards, jusqu'à 5% de rewards sur l'investissement. Et on fera un super giveaway au mois de avril prochain. Ça peut être super intéressant puisque c'est fin mars que ça se finit au niveau de cette série A. J'espère que peu ont fait des petites erreurs, mais je sais qu'il y en a qui en ont fait, donc je vous invite peut-être à regarder. Vous pourrez revenir en arrière, directement sur l'application, parrainer, mettre un parrain, et vous pouvez, même si vous avez déjà investi, le faire manuellement. Juste ici, Vincent, I majuscule 34S, je vous inviterai à vérifier, vous êtes quelques-uns à vous être trompés, et c'est vrai que c'est pas évident, puisque I majuscule, L minuscule, etc. Pas évident l'histoire. Ok, pour ça, on parle Bitcoin. Vous avez en fait une énorme poche de liquidité qui se trouve ici dans mon petit carré jaune. C'est pas quelque chose qu'on découvre, puisque c'est quelque chose qui se reproduit en fait relativement fréquemment. Au-dessus des précédents lots ici, vous avez des chasses au stop vendeur complètement évident, qu'on peut monter très haut, et vous aviez exactement la même fractale ici. Or c'est un tout petit peu différent, pourquoi? Parce que nous étions dans un tendance, dans un biseau ascendant, qui permet d'aller chercher de nouveaux sommets si on suit la tendance, et c'était pas complètement délirant d'acheter ici, et les institutionnels se servent de ça pour pouvoir passer des quantités d'ordre massives, que ce soit à l'achat ou que ce soit à la vente. On se pose en fait une question complètement logique. Est-ce que si on vient à continuer à apprécier ce prix, est-ce que les institutionnels vont plutôt le vendre ou plutôt l'acheter? On sait qu'ils l'achètent. En réalité, depuis les 17 000 $, et on avait d'ailleurs fait plusieurs fois, il y a plusieurs reprises dans des vidéos, le point clé des institutionnels, c'est 16 800 $, ou grosso modo 17 000 $, où il y a eu le plus gros chassé-croisé au niveau on-chain par rapport à des investisseurs et des nouveaux investisseurs, ce qu'on appelle un changement de main. Donc la capitulation extrême qui représente près de 8% du supply de Bitcoin en circulation a été échangée ici, 17 000 $. Ce qu'on appelle des changements de main. C'est souvent en fait des bottoms de marché, c'est souvent des capitulations extrêmes, c'est souvent des retournements de marché qui se passent sur ces points-là, et on est en train de l'observer. Donc on le constate bien évidemment, on ne pouvait pas exclure dans la tendance d'aller chercher les 11 000 $, mais c'est plus ce qu'on voit aujourd'hui. Donc on arrête de penser et de jouer en fonction de ce que l'on croit, il faut absolument travailler et essayer de rationaliser des investissements ou du trade en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un chassé-croisé, en tout cas un changement de main extrêmement massif au niveau du supply de Bitcoin et des pièces et des jetons en circulation sur les 17 000 $. C'est un fait. On sait également que ça commence à acheter massivement. D'ailleurs, Grégory Raymond l'a partagé. Elle a partagé ceci. Exchange Inflow Monitor. En fait, vous avez ici des volumes, ce qu'on appelle les volumes suspects. On sait que ces caractéristiques
Si vous reprenez pas mal de visibilité ou de visuel dans ce sens-là précédemment, sur pas mal d'actifs financiers, on sait que c'est purement smart money. Voilà, tout simplement. Vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Des volumes suspects qui viennent accompagner ce mouvement tendanciel haussier. C'est typiquement institutionnel. C'est des très grosses baleines ou une énorme baleine qui capture toute la liquidité du Bitcoin. Et il est tellement gros que le prix a pris 30% ou 25%. Ça, c'est le fardeau des institutionnels. Ça se voit, en réalité, quand il pénètre un marché. Même si Bitcoin est considéré aujourd'hui comme relativement liquide, en tout cas bien plus liquide que d'autres cryptos. En fait, vous mettez ce type d'action de prix sur n'importe quel cryptoactif, Ethereum compris. En fait, le truc pump de façon extrêmement massive. Que ce soit maintenant, pendant, après. Et les institutionnels sont aussi un petit peu comme nous. Parfois, quand ils loupent le train, ils rentrent dans le train en essayant de puiser des poches de liquidité et ça fait des bougies complètement dingues. À la hausse comme à la baisse, hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Quand ça vend fort. Quand ça assèche fort. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, évidemment. D'ailleurs, on sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup de très gros institutionnels qui ont vendu massivement ici, pour le coup. Hein, c'est pas forcément de l'institutionnel, puisqu'on a vu au niveau des données on-chain, ça vous l'avez sur Cryptost, est-ce que les grosses whales vendent massivement ? C'est pas ce qu'on a en fait décelé. Ce qui en fait aussi nous biaise l'esprit. Parce qu'on dit mais les institutionnels ils vendent pas, les grosses baleines elles vendent pas. Non, parce que si les grosses baleines vendent, ils peuvent envoyer le Bitcoin bien plus bas. Et ils ont toujours peur qu'une autre grosse baleine en face rachète leur Bitcoin qu'ils ont déjà acheté. Et c'est très difficile pour eux de récupérer ces tokens là. Parce que ça fait pump le prix de façon extrêmement massive. Ce sont des gros qui se battent toujours contre des gros. Et on est en train de voir sur l'inflow que clairement des gros se positionnent sur ce marché. On a une deuxième chose qui est très importante. Au niveau des poches de liquidité, on voit que le retail, la dump money en fait, est complètement en céphalogramme là actuellement. Ça bouge pas en fait. Les petits ne viennent pas. Alors ils font quoi les petits ? Enfin, je pense qu'on sait à peu près ce qu'ils font les petits. Ils attendent quelque chose et on va savoir ce qu'ils attendent les petits. Alors que les gros continuent à apprécier ce prix. Les 10 000, 100 000, les 100 000, 1 million, les 1 million, 10 millions, vous voyez en fait les violets continuent à s'apprécier, les rouges pas de problème dans la tendance, et les gros fluctuent un petit peu, hein, se couvrent probablement, mais c'est pas plus bas que terre. Grosso modo, c'est les gros qui maintiennent le prix actuellement. Que font les petits ? Ils attendent quoi ? Ils attendent le dip sur potentiellement le premier arrêt des 20 000 $. Le truc qui passe beaucoup actuellement sur Twitter, c'est évident, on vient chercher une poche de liquidité, derrière on vient chercher le premier arrêt, on vient compléter le gap, et puis to the moon. Ça, je ne veux pas le voir. Ça, je ne veux pas le voir, parce que si je vois ça, je sors mon long ici. Si Bitcoin me propose d'y aller. Bah oui, si on fait rentrer les petits, bah derrière c'est probablement pour les faire souffrir derrière, et pour aller chercher des stops complètement évidents plus bas. Dès lors, je ne veux pas avoir de dip, je veux voir une accélération, d'aller chercher cette énorme poche de liquidité. Pourquoi il y a une énorme poche de liquidité ici ? Ça tourne aussi pas mal sur Twitter, on peut l'observer ensemble, c'est juste, je sais plus trop, où est-ce que c'est ? Je sais plus. Je l'avais mis en place. C'est où ma grosse pose ? Voilà, juste ici. Ça tourne pas mal. Cryptomatrix aussi le montre dans chaque vidéo et je trouve ça plutôt intéressant. Il y a deux grosses poches de liquidité, 25 000 $, 14 000 $. Est-ce qu'on irait plutôt aller chercher les 14 000 $ ou d'abord les 25 000 $? Il est cohérent de penser qu'on irait probablement chercher les 25 000, 26 000, 27 000 $ avant d'aller chercher les 14 000 $. Je ne dis pas qu'on n'ira jamais chercher les 14 000 $. Je n'en sais strictement rien. Ça fait partie d'ailleurs de mon scénario. Il se sera de toute manière catalysé par des signes noirs extérieurs qu'on ne connaît pas. Donc je ne joue jamais en fonction de ce que je ne connais pas. Je joue toujours en fonction de ce que je connais et ce que je vois. Tout simplement. Et actuellement, ce que je vois, c'est qu'il y a une énorme poche de liquidité sur les 25 000 $ qui se servent de cette liquidité pour des vendeurs à découvert qui vont être obligés de racheter leur propre short, leur propre vente, pour que derrière la smart money ou des institutionnels prennent ces shorts-là pour shorter à leur tour, c'est une possibilité. Mais ils se servent aussi de ces liquidités-là pour acheter massivement du Bitcoin. Que ce soit no take profit, parce qu'on vend généralement beaucoup trop tôt, sur un premier arrêt ou sur la rupture d'un premier arrêt, on se couvre, gestion du risque, money management, évidemment. Donc il y aura de la vente qui sera faite sur ce premier arrêt, proche des 25-26 000 $. Moi le premier, je prendrai un take profit sur mon long actuellement. Et cette smart money-là utilise ces clusters de liquidité pour agir et passer des grandes quantités d'ordre, à l'achat comme à la vente. Et on a exactement ce fractal juste ici. Partez du principe que là, beaucoup de gros institutionnels se sont servis de la liquidité pour ajouter sur leur propre short. Alors c'est toujours relativement bien équilibré, soyez complètement rassurés par rapport à ça. Ils se couvrent, ils se hedgent, ça achète massivement. Derrière, si ça fait ça, malheureusement,
quand ils vendent là-dedans à break-even, ils ont quand même des shorts pour pouvoir se couvrir. L'objectif pour eux, c'est de créer un rendement, même minime, mais de créer un rendement dit infini. Tout simplement. Généralement, ils font les deux. Mais ils se servent de ces énormes poches de liquidité pour pouvoir agir sur le prix. Et ce que je vois potentiellement, ou qu'on peut éventuellement penser, c'est si on est réellement dans un mouvement tendanciel haussier et qu'on tente actuellement de faire ce qu'on appelle un retournement de tendance, vous l'avez ici sur ce premier arrêt, retournement de tendance, l'objectif c'est d'aller chercher cette poche de liquidité, venir potentiellement retester en fait cette ligne de coup d'un magnifique W potentiellement mensuel ou weekly un petit peu biaisé parce qu'on est parti chercher des poches de liquidité pour derrière faire une accélération haussière. Je doute qu'on fasse ce type de choses. Je peux complètement me tromper, je ne suis pas Jérôme Powell, je ne sais pas du tout ce qu'il va dire, mais c'est comme ça que la smart money agit. Elle a besoin de ces énormes poches de liquidité. Et juste avant, vous en aviez une, en fait, de poche de liquidité. Elle se trouve où? Bah, elle se trouve là, tout simplement. Je vais essayer de trouver une autre charte un peu plus propre. Voilà. Ici, vous aviez une énorme poche de liquidité. On l'avait vu ensemble. Je dis, j'aimerais bien qu'on aille là. Rappelez-vous, il y a peut-être 2 mois en arrière. Ce serait bien qu'on aille là. Ce sera probablement catalysé. Le Bitcoin est fort. Double, triple, quadruple, quintuple bottom. C'est tout de moon. On passera jamais en dessous des 20 000 $. Bon, finalement, on est passé en dessous des 20 000 $ et finalement, on s'est pas arrêté à 10 000 $ ou 8 000 $. On s'est arrêté là. On a capturé la liquidité. La smart money se positionne et repousse ce prix. Terminé. Voilà. La smart money crée des opportunités. Se crée des opportunités. On peut parler de market making puisque ce marché est peu contrôlé, peu régulé, peu administré, si vous voulez. Partez du principe que le market making sur le forex ou sur les valeurs traditionnelles, ils n'ont pas le droit de bouger de plus de 200 pips. Hein. Donc c'est même pas 0,1% si vous voulez au niveau des fluctuations de marché vis-à-vis du forex ou vis-à-vis des institutionnels. Donc est-ce qu'on peut penser que les market makers vont diriger pour aller chercher des poches de liquidité? Je pense que c'est plutôt les exchanges qui font ça, pour être tout à fait honnête avec vous, pour aller chercher des clusters, pour aller se gargariser et nous prendre nos petits stop loss complètement évidents. C'est pas une obligation qu'on aille chercher les stop loss, c'est juste ce que je suis en train de vous dire. Donc faites attention à cette forme de frustration. Si vous n'achetez pas là, eh ben laissez le cours entre guillemets s'apprécier, prenez le dip. On avait fait cet exercice il y a très longtemps d'ailleurs, hein, par rapport à une 1, 2, 3, 4, 5, etc. 1, 2, c'est des bons objectifs hein, d'ailleurs, hein, les fameux 13 000 $, ça reste de bons objectifs. Bah, si vous n'achetez pas ici, attendez plutôt le repli pour acheter plutôt là, tout simplement. Ok ? Ça, c'est plutôt du suivi de tendance, dans le suivi de tendance, parce qu'on risquerait potentiellement d'acheter un top provisoire. Hein. Faites attention avec ça, évidemment. Voilà, j'ai fait passer tout ce que je voulais passer. Vous avez également Dark Blue, Light Blue, c'est José qui nous a apporté ça dans le Discord, vis-à-vis des données on-chain entre les investisseurs long terme et les investisseurs court terme, ligne bleue, investisseur court terme, ligne bleue claire, investisseur long terme, et on est en passe de crosser pour la 4e fois consécutive cette fameuse investisseur long terme, investisseur court terme. C'est plutôt intéressant de l'observer, puisque c'est pas quelque chose qui se passe tous les chaque matin. Hein, c'est rare en réalité, ça s'est passé 4 fois dans l'histoire de Bitcoin. Donc généralement les investisseurs conservent, n'achètent plus en fait à un moment donné, et puis les investisseurs court terme swing si vous voulez les bull run ou les retournements haussiers ou la trendline ou la tendance haussière tout simplement. Donc c'est plutôt dans l'histoire de Bitcoin, et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est jamais différent. Quand on voit en fait des investisseurs court terme qui achètent du Bitcoin moins cher que les investisseurs long terme, bah, c'est plutôt un bon prix d'entrée, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ça arrivera tous les 4 ans, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que ça se répète et ce n'est jamais différent, tout simplement. La quantité d'USDT, net hausse, indicateur positif pour le marché des crypto-monnaies. Très très intéressant de l'observer. En somme, il y a de l'impression d'USDT. On le voit d'ailleurs très bien, vous pouvez aller le chercher au niveau de la market cap totale de l'USDT, ici, market cap USDT. Donc on voit effectivement qu'on est passé de proche de 65 milliards de dollars à 68 milliards de dollars. Donc il y a 4 milliards de Tether qui ont été créés. Donc oui, il y en a beaucoup qui ont été liquidés, hein, si vous voulez. Donc ça peut être des choses croisées. Il y a aussi l'effet Binance, vous savez que Binance a sorti les USDT, en tout cas sort les USDT et les a fait passer en BUSD. Donc ça aide, bien évidemment, hein, mais on voit qu'il y a quand même du Tether qui se réimprime, donc des gros portefeuilles ont besoin de Tether neuf, tout frais, pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Plutôt intéressant de l'observer. Très important par rapport à ces concepts de valeur vis-à-vis de Bitcoin. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'anodin qu'on est en train d'observer. C'est super important de le comprendre. Passer dans le vert ici, ça arrive rarement, et ce sont souvent des bonnes zones pour investir. On n'y est pas si éloigné, d'accord, de cette zone en fait de verte qui s'appelle une zone de sous-évaluation. Quand on passe dans le rouge, on est surévalué, en tout cas Bitcoin de données on-chain sont surévaluées, et ici Bitcoin dans le vert est sous-évalué, donc pas des mauvaises solutions. C'est pour ça qu'on a souvent répété, et beaucoup d'influenceurs d'ailleurs ont répété, que acheter du Bitcoin sous les 20 000 $, eh ben c'est plutôt pas mal.
pour le coup. Et on y est resté un paquet de temps sous les 20 000 $. Donc je vais pas lire l'article, mais plutôt intéressant de l'observer. Ça, on en a parlé par rapport à ces grosses poches de liquidité. Je pense qu'on ira la chercher. Et puis après, choisissez votre biais. Est-ce qu'on va continuer haussière ou est-ce qu'éventuellement on va retourner ce marché? Je doute qu'on les laisse tranquilles. Ce sont des poches de liquidité qui sont estimées. C'est pas forcément une réalité, parce qu'il peut très bien avoir des énormes poches de liquidité juste ici, mais on ne les voit pas, puisque c'est toujours de l'estimatif par rapport à l'order book, tout simplement. C'est de la data qui sort de l'order book, puisque l'order book est public, tout simplement. Très très intéressant. On va parler de ça, je voulais vraiment vous en parler. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Non, on peut parler plein d'autres choses, mais faire de l'order. Enfin, il n'y a rien qui bouge en fait sur Bitcoin, on est en train de contracter, donc j'ai pas trop envie de vous biaiser. On a parlé de toutes ces divergences potentielles. D'ailleurs, ravalement baissier ici au niveau de la bougie daily. Bon, pour l'instant, c'est plutôt bien racheté. Je pense qu'on attend le résultat au niveau du FOMC qui peut être catalysant. Je pense que la direction sera personnellement haussière. On peut aller chercher des poches de liquidité. Je l'exclus pas du tout sous les 22 300 $, mais il faut pas s'arrêter à ça. La volatilité est revenue. Regardez plutôt des drawdowns de plus ou moins 20%. C'est plutôt ce qui nous attend dans les prochaines semaines, ou en tout cas prochains jours. Je voulais absolument vous parler de ça également, parce qu'on a parlé de l'IA par rapport au live dernier de vendredi. Et là, j'aimerais vous parler de ce green, si vous voulez, blockchain green ou projet green qui va sauver le monde, etc. Le fameux avant-après. Et il y a plein de projets qui sont en train d'émerger, des projets français, des projets anglais, des projets européens, des projets américains, etc. Et d'ailleurs, la tokenisation des crédits carbone, la nouvelle aventure à 70 millions de $ du sulfureux Adam Neumann. Donc Adam Neumann, c'est celui qui avait créé WeWork, qui avait fait perdre quelques dizaines de milliards de dollars, si vous voulez, à ses investisseurs, puisqu'ils ont été proches de déposer le bilan, en tout cas ils ont été proches de la faillite. Ça a été racheté par un Spike, pour information. Donc on laisse pas complètement tomber, c'est typiquement Spike. Ça, c'est des gros fonds d'investissement qui vont racheter des boîtes en faillite et qui vont essayer d'en tirer quelque chose en mettant des prix Nobel à la tête de ces entreprises-là. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Nous restons là-dessus. C'est toujours coté en bourse. Je ne conseille pas d'y aller, pour le coup, parce que les augmentations de capital peuvent s'enchaîner. Donc c'était, voilà, notre ami de WeWork, en réalité, qui a recréé un projet blockchain. Pas complètement délirant. Est-ce que quand vous avez perdu 20 milliards de $, ça revient à peu près au même, si vous voulez non, ça revient pas exactement au même, puisqu'il est probablement de bonne foi, si vous voulez, notre ami Adam, mais ça revient un petit peu au même que des personnes de chez Terra Luna, par exemple, recréer une boîte sur un projet. Est-ce que vous réinvestissez des millions de dollars là-dedans? Bon, c'est toujours pareil, il faut laisser les nouvelles chances, si c'est pas considéré comme une arnaque ou comme un pétage de plomb, comme d'autres l'ont fait précédemment, et notamment sur ces marchés blockchain ou cryptoactifs. Je suis pas complètement contre, mais partez du principe que ce type de choses, sur la tokenisation, et on avait beaucoup parlé de la tokenisation des usages, ça va se faire tout le temps, partout, dans tous les sens. On avait parlé de l'IA, là on va parler du crédit carbone. Vous prenez n'importe quel domaine qui vous plaît, jeux vidéo, immobilier, ce que vous voulez, et ce que je vous préconise de façon très forte. Si vous êtes un écolo au fond de vous, regardez ces projets-là, parce que ça va résonner en vous. Si vous êtes un pro de l'immobilier, si vous êtes maçon, si vous êtes chef d'entreprise, vous travaillez dans le bâtiment, regardez des projets de tokenisation de l'immobilier, parce que ça vous parle, parce que vous transpirez ça. Si vous êtes un gamer professionnel, regardez bien évidemment la tokenisation des usages au sein, si vous voulez, de la digitalisation des usages et de la tokenisation des usages dans le monde du gaming et dans le monde des jeux vidéo et dans le monde de l'e-sport. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir à nos pieds tous les domaines d'activité. Donc concentrons une partie non négligeable de notre portefeuille dans les choses qu'on connaît. Si vous créez une boîte demain, c'est toujours la même chose. Vous n'allez pas créer une boîte, par exemple, je sais pas moi, vous êtes sportif de haut niveau dans le ski, vous êtes skieur. Et vous êtes très bon dans le ski. En fait, de façon mécanique, vous allez plutôt créer peut-être une boutique de ski. Vous n'allez pas créer, vous n'allez pas élever des chevaux. Vous n'allez pas sortir un centre équestre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, dans la crypto, c'est un peu ce qu'on fait. Donc, on est très bon dans un domaine d'activité, finalement, dans un domaine qui nous plaît, qui nous anime, qui nous passionne, et on va se positionner dans des marchés qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a peut-être de la hype, parce qu'un copain nous en a parlé, etc. Je ne préconise pas ça. Bien évidemment, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces projets-là seront potentiellement garants d'une forte performance future. On peut parler comme ça. Tout le monde aura sa chance. Mais intéressez-vous à des projets qui vous intéressent très fort.
Si l'IA, le quantique vous intéresse passionnément, et bah allez là-dedans et regardez des projets qui sont là-dedans, quitte à concentrer une partie non négligeable de votre portefeuille dans ce type de projet. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas diversifié à acheter 1000 crypto-actifs. C'est pas vrai. Hein, si vous voulez vous diversifier dans les crypto-actifs, vous achetez un indice crypto-actif, si vous voulez. Ça va sortir demain au niveau des ETF, etc. C'est qu'une question de temps. Mais en achetant 1000 cryptos différentes, on n'est pas, entre guillemets, diversifié. C'est faux. On est 100% crypto. Donc, l'objectif, c'est d'aller voir si on peut surperformer. Et notre qualité psychologique, métier d'expérience passée ou actuelle, tout simplement, est un réel garant d'une potentielle réussite et d'une surperformance en fonction de ce qu'on le connaît et ce qu'on le maîtrise actuellement. Ok. Et donc j'ai regardé un petit peu ça hier et en fait je pense que ça peut être une grosse hype, un petit peu comme l'IA peut être une énorme hype dans la côté tech, etc. Partez du principe qu'aujourd'hui Bitcoin et les cryptos et les blockchains et les proof of work se sont fait un petit peu démonter patatax et finalement pourquoi pas, et pourquoi ce ne serait pas demain un miracle écologique? Pourquoi les technologies blockchain, peut-être pas Bitcoin, même si aujourd'hui on peut éventuellement essayer de réguler le réseau grâce au mining, et ça va de plus en plus dans ce sens-là et je suis très heureux de l'observer. Je suis très content de l'observer, ça va encore une fois dans le bon sens, mais je pense que ce type de choses sur les crédits carbone peut être également bourré de scams, bourré d'arnaques, mais de réelles opportunités pour pouvoir potentiellement essayer de surperformer le marché. C'est ça qu'on essaie de faire. Quand on achète une crypto X ou Y, quelle que soit la crypto que vous utilisez, c'est SPR, Flux, Litecoin. Litecoin est en train de surperformer Bitcoin et Ethereum sur le rebond haussier. Super, on a fait une petite position dans Litecoin et on est en train de surperformer avec le Litecoin parce qu'il est proche de son halving dans quelques jours. Comme Flux, également proche de son halving, qui surperforme, on l'a bien regardé. C'est ça notre but, c'est d'essayer de surperformer le marché. Sinon on arrête de se prendre la tête, on va mettre du Web.3, il y a aussi Seborg qui a monté une dizaine de crypto-actifs, on met ça là-dedans et puis on boucle pendant 10 ans, et pourquoi pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut absolument essayer de se concentrer, sur des domaines que l'on connaît, que l'on maîtrise, lesquels on a une forte expérience par rapport à notre expérience passée et présente, et on peut s'y intéresser parce que ça peut être réellement de la hype. Ça peut tordre le cou à beaucoup d'idées reçues en réalité. Donc vous en avez pas mal, hein. Voilà, vous avez Flow Carbone, c'est ça qu'il a créé, le bonhomme. Bon vous pouvez éventuellement aller vous renseigner. Vous avez également un petit projet français qui s'appelle Carbonable. Ça commence à investir sévère là-dedans, donc vous pouvez acheter des petits bouts de terre, des lambeaux de terre, pour éventuellement redonner la possibilité à des animaux de pouvoir avoir un habitat. Donc c'est du crédit carbone, il y a du reward, j'ai pas très bien compris parce qu'ils mettent du NFT dedans, etc. Donc j'ai pas très bien compris le business model. C'est naissant, je sais même pas si franchement il y a un business model, il prend des rendements plutôt intéressants, hein. Regardez, il y a du rendement, si vous êtes dans le best du rendement, vous mettez $1000 là-dedans, vous avez 43% d'average au bout de 30 ans ou au bout de 20 ans, voilà 30 ans. Bon, c'est marrant ces petites calculettes, hein, mais ça, vous pouvez aussi le considérer comme un Ponzi, il faut juste aller voir si oui ou non il n'y a pas de business model là-dedans. Mais je trouve ça pas mal, c'est un projet français, et quand vous allez commencer à regarder, ouais mais en fait il y en a beaucoup des projets dans ce sens-là. C'est pour ça que quand vous voyez un projet qui vous parle, et que, ah ouais, mais c'est super sympa, la tokenisation des bons carbone, etc. Ouais, il faut y aller. Partez du principe que à chaque fois que vous regardez un truc qui répond à une vraie problématique, il y a peut-être une centaine de projets à côté. Eh oui. Donc les gens, si vous voulez, qui sont dans ces projets-là, si ça vous hype, pour essayer de comprendre mon raisonnement, c'est pas vous allez prendre un projet parmi tout ça. C'est vous allez prendre un maximum de projets dans les secteurs d'activité qui vous inspirent, qui vous animent. C'est ça qui est important. Donc sur les 150 projets comme IMPT.io, qui vient d'ailleurs d'être listé sur des exchanges là actuellement, il y a eu l'ICO qui a été fait, d'ailleurs vous êtes quasiment au prix de l'ICO me semble-t-il, si vous prenez, moi je l'avais mis ici, je crois que ça a été, ICO c'était 1 centime de dollar, bon c'est passé à moins 10%, c'est pas dingo quoi, vous pouvez l'avoir sur Uniswap, Getio, sur Lbank, etc., Bitmart, bon, pas de problème avec ça. Donc ça c'est clairement un projet au niveau des crédits carbone. Tokenisation des crédits carbone. Je trouve ça sympa, il y a beaucoup de tokens qui ont été libérés, 25 millions de market cap, c'est minuscule. Donc grosso modo, on prend ça, on va le checker sur 100 projets, on en prend 10, les 10, on investit dedans sans pondération. Hein, l'objectif c'est de superformer le marché global parce que ça vous parle, parce que ça vous anime. Et si ça vous anime, vous verrez des choses que nous ne voyons pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, c'est super important. Si vous êtes ultra dans l'écologie, ultra dans la nature, où vous êtes tout ce que vous voulez, hein, même survivaliste si vous voulez, mais dans l'idée, si ça vous parle, ça peut être intéressant éventuellement de s'y intéresser et de forcer dans un domaine d'activité qui vous anime, tout simplement. C'est vraiment le thème de la vidéo que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que finalement la direction on s'en fiche un peu,
ça va de toute manière pour moi dans la bonne direction, tous ces projets-là vont dans la bonne direction, peu survivront, 95% de tous ces projets qu'on est en train de regarder actuellement vont bien évidemment disparaître dans les 5 ou 10 prochaines années, ça ne tiendra pas, et l'objectif c'est d'en avoir un qui bouffe tous les autres, tout simplement. Et prenez vos profits lorsqu'ils se présentent, bien évidemment. Voilà, c'est parce que pas mal de membres du Discord en avaient parlé il y a quelques temps de IMPT. Honnêtement, je trouve que ça a du sens. Alors, c'est quoi la différence entre lui? Honnêtement, à la fin, il y a un seul business model qui va émerger, et c'est pas parce que c'est celui qui a trouvé le bon business model qui va résister et qui va pas plonger à la fin. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Ok? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans le Discord par rapport à ces échéances au niveau du FOMC. J'espère que je vous ai aidé, et j'espère que je vous partage un petit peu mon raisonnement, et vous savez, c'est toujours du bon sens en réalité, et on peut essayer de se créer des portefeuilles avec 10, peut-être 15 cryptos sur un secteur d'activité donné qui répond à des réelles problématiques de demain. Des réelles problématiques de demain qui vont potentiellement avoir du sens, parce que ce truc-là demain va être ultra subventionné, va être ultra financé, va être ultra hypé, va être ultra tout ce que vous voulez, comme l'IA, comme le quanti, comme le gaming, comme tout ce que vous voulez, la réalité augmentée. N'ayons jamais raison trop tôt, bien évidemment, beaucoup se sont pété les dents avant d'avoir sorti leur premier produit. Soyez vigilants par rapport à ça, et n'investissez, c'est une préconisation, et évitez d'investir dans les early de chez Early Investor. Sauf si vous connaissez le patron. Encore une fois, si vous ne connaissez pas les personnes qui travaillent à l'intérieur de ces projets-là, je ne préconise pas d'y aller. Vous savez, j'apprécie beaucoup de projets français. J'ai investi dans pas mal de projets français sur des crypto-actifs qui ont été listés. Et généralement, j'ai acheté au minimum 50% moins cher par rapport à l'ICO. Tout simplement. Mais nous sommes encore dans un marché potentiellement baissier. Donc attention, soyons patients et prenons nos profits quand ils se présentent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.